Pour moi, d'être fière d'être québécoise, puis de comprendre la distinction entre le Québec puis le Canada, c'est ça qui m'a fait rendre souverainiste. Puis je pense que c'est le même processus que les jeunes vivent aujourd'hui. Ben c'est oui. dans la découverte. Tu sais, tu peux pas être souverainiste et pas fier d'être québécois à quelque part, là. Bonjour à tous, un petit mot pour remercier ceux qui nous appuient financièrement. C'est grâce à vous que le projet fonctionne, que nous allons pouvoir continuer de vous offrir du contenu vraiment intéressant et même continuer de vous surprendre. Ceux qui nous suivent comme ça et qui voudraient en savoir plus, qui voudraient accéder aux épisodes également d'avance, sans publicité, il y a deux options qui s'offrent à vous. Vous pouvez descendre comme ça le curseur sur YouTube, vous allez voir l'option rejoindre, se joindre, vous allez voir que pour une somme modique, vous allez accéder aux épisodes 3 semaines d'avance, sans publicité, et également du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, on est sur Patreon également, le lien est dans la description. Merci, à bientôt. Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode d'Il reste du monde. Aujourd'hui, on va aborder un thème qui m'est cher, si vous me connaissez bien, celui de l'indépendance du Québec. Là, on est quelque part à l'automne, si mon plan en date de août s'est déroulé comme prévu, mais au mois de juin, il y avait le rendez-vous annuel des souverainistes vers la fin du mois de juin à la Saint-Jean-Baptiste. Et cette année, si le souvenir est encore bien présent dans votre esprit, il s'est passé des choses. Il se passe toujours des choses à la Saint-Jean, mais Serge Fiori est mort alors que beaucoup de gens se préparaient à se déplacer vers le parc Maisonneuve. Et quelques heures après le party, la fête sur les plaines à Québec qui a été annulée et au parc Maisonneuve, on apprenait, selon un sondage qui avait été fait auprès de 1056 personnes, donc c'est pas un truc fait dans une classe d'école, là, c'est fait auprès quand même d'un échantillon respectable, que 48% des jeunes Québécois de 18 à 34 ans seraient indépendantistes. Donc là, moi, je vous avoue que j'ai été assez surpris, non pas par le fait que les jeunes soient souverainistes, c'est juste que je ne pensais pas qu'on était déjà rendu là. Camille Goyette-Gingras, bonjour. Salut. Présidente des Oui Québec. Ouais. Rapidement, c'est quoi les Oui Québec? Oui Québec, c'est Organisation unie pour l'indépendance. Fait qu'on est un regroupement. On est un peu, j'aime dire qu'on est le petit enfant là, du camp du oui en 95, en fait, du Conseil de la souveraineté. Puis, on est Oui Québec depuis 2015, fait qu'on regroupe des organisations qui ont des mandats pour l'indépendance. Je m'excuse, comme CSN, FTQ, Société Saint-Jean-Baptiste, MNQ. Mais surtout, maintenant, on est un groupe qui fait la vulgarisation puis la mobilisation de façon citoyenne et non partisane autour de l'indépendance du Québec. Je voulais te recevoir parce qu'on s'est déjà croisés dans des événements, pas 25 fois non plus, et j'ai toujours été frappé par le niveau d'enthousiasme que tu avais. Je considère faire partie du clan des enthousiastes et des optimistes concernant, en tout cas, le sort du Québec, mais je te trouvais, disons, avant même là, la sortie du sondage, plus souriante que ne devait l'être quelqu'un, à mon avis, proche des jeunes. Toi, est-ce que tu as été surpris par ces chiffres-là? Non, parce que déjà, je pense que mon enthousiasme, là, c'est... Moi, je suis une entrepreneur de métier, là, fait que, tu sais, j'ai comme pas le choix d'être enthousiaste, c'est vraiment mon moteur, là. Puis si j'y crois pas, je le fais pas, là, tu sais. J'ai pas de temps à m'emmerder sur des projets qui ont pas de fin, là. Fait que, déjà, avec la question des jeunes, tu sais, on avait commencé... c'est peu connu, mais on a commencé par faire des focus group avec Léger en 2021. Je me préparais à prendre la relève de Claudette Carbonneau, là. Fait que, tu sais, j'étais pas encore arrivée en poste, mais on préparait, là, mon arrivée en poste pour la succession. Puis, tu sais, honnêtement, le focus group, les résultats, c'était une catastrophe. Ça ressemblait à quoi? On avait sondé 2 types de groupes. Là, on avait sondé la Gen Z puis les milléniaux essentiellement, puis on est allé chercher des jeunes qui... autant qui étaient... Génération Z, et donc on parle des gens qui sont nés... à partir des débuts des années 2000, parce que les milléniaux, c'est 80-94 à peu près. Les milléniaux s'arrêtent à 95. Là, 95, OK. Puis après ça, 95 à... Là, ils sont jusqu'à juste les majeurs, pardon. Okay, là, puis ça donnait quoi? Les Gen Z, puis aussi, ce qui est important, ils sondaient pas juste les gens des milieux urbains. Là, il y avait aussi des gens en région, fait qu'on avait quand même une bonne... Puis dans les deux cas, c'était pas nécessairement le même angle. T'sais, les milléniaux, on voyait que c'était plus il y avait plus l'intention de vouloir réformer les institutions. Puis la Gen Z avait un côté un peu plus révolutionnaire, c'est-à-dire les institutions sont à terre, il faut on peut pas les changer, il faut les remplacer. Okay. Mais tu sais, à part du point de vue sur la question nationale, là, on n'était même pas au niveau d'être contre l'indépendance. Il y avait un complet ennui par rapport à la question nationale. Là. Juste aucun intérêt, ça n'existait absolument pas dans leur esprit.
on est ressorti de là, on a lu les rapports, on se disait, ah, tabarouette, OK. On part de loin, mais en même temps, il y avait une opportunité parce que justement, il n'y avait pas de... L'affect n'était pas négatif là, contre l'indépendance. Là. C'est juste qu'il y avait une méconnaissance de la question nationale. Fait qu'on s'est dit, OK, bon, c'était comme notre point de départ, mais nous, on travaille là-dessus, ça veut dire depuis 2021. Là. Fait que quand on a vu les sondages sortir, ça faisait des années qu'on voyait les appuis monter. Une augmentation. Ouais. Mais attends, parce que là, c'est important ce que tu viens de dire. Il y avait des gens qui étaient désintéressés par la question. C'est pas des gens qui étaient de façon farouche opposés au projet. Non, c'est ça. Ça, par contre, ça devait être encourageant parce que quand tu as des gens devant toi qui ont fait le travail intellectuel, qui mènent à défendre une opinion, puis là, tu te dis, c'est dommage parce qu'il a pris ce chemin-là. Mais là, est-ce qu'on va être capable de le ramener là? Mais quelqu'un qui ne s'intéresse pas à la question, il suffit de lui donner le goût de s'y intéresser. C'est quoi qui s'est passé en 2021 puis aujourd'hui? C'est vraiment bête à dire, puis ça va avoir l'air simpliste, là, mais dans les faits, il y a vraiment une stratégie derrière ça, c'était de rendre ça cool, entre guillemets, attractif. Là. Le fait d'être souverainiste, il faut que ce soit bien perçu auprès de ses pairs. Puis il y a plusieurs dans le mouvement, je l'ai entendu souvent, là, il faut créer de l'affect autour de la question nationale. Je suis d'accord, mais ça me dérange parce que souvent, la discussion s'arrête là, il faut créer de l'affect. OK, mais comment? Puis nous, le chemin qu'on a choisi, c'est celui de la culture des artistes émergents parce qu'il y a des artistes en ce moment là, qui sont les grands artistes de notre génération, là, Thierry Larose, Adrienne Cassidy, Ariane Roy. Des gens, je sais pas, à un moment donné, si tu as la chance d'aller dans leur show, là, l'auditoire, là, ça hurle le Québec, un pays. Là. Claude Pelgag, on m'a dit aussi. Oui, Claude Pelgag. Velours, est-ce que c'était Velours, oui. Okay. Un ami des Oui Québec. Mais on a réussi justement à mobiliser justement Velours, qui a fait une de nos premières Saint-Jean indépendantistes, puis qui est toujours là. On a réussi à mobiliser, à trouver des gens qui sont dans le milieu de la musique émergente aussi, puis on a commencé à mobiliser ce milieu-là. Puis finalement, les jeunes sont assez consommateurs de musique québécoise. Pas tous, mais au moins, il y a une partie des jeunes qui sont consommateurs de musique québécoise. Moi, on ne l'a pas expliqué encore à 100% pourquoi, mais tu sais, sur TikTok, tu es constamment bombardé de contenu américain, anglophone. Fait que le fait d'avoir, à un moment donné, les gens cherchent un lien identitaire. Puis la musique, la culture, ça fait ça. Fait que je pense que c'est un phénomène qui est en émergence encore, là. Mais là, au moins, on commence à avoir des résultats. Là, c'est un bond de 20%. Là, fait que... Mais il y a aussi quelque chose que tu as dit qui, à mon avis, est essentiel. Là, parce que quand le sondage est sorti, donc fin juin, vers le 25 ou le 26, moi, j'ai vu des gens sceptiques se braquer assez rapidement en disant, ça a été c'est un échantillon. Dans 3 semaines, ça va être changé. Il y a ça, d'abord, qu'on a entendu, effectivement. Puis on a entendu aussi, c'est du monde de Montréal. Venez parler au monde de la Beauce, venez parler au monde de Trois-Rivières, monter sa Côte-Nord. Ouais. Toi, qui as une organisation qui discute avec les jeunes, qui interpelle les jeunes, qui les rassemble, est-ce que tu peux répondre à ces gens-là qui disent que c'est essentiellement montréalais comme phénomène? Bien, premièrement, les GD, quand ils sondent, il y a une méthode. Là. Fait que c'est sûr d'avoir une répartition régionale. Fait que, première des choses, puis nous, dans les sondages, dans les focus group qu'on a fait en 2021, même chose, il y avait une sensibilité régionale. C'est vrai, par contre, je tiens à dire que, mettons, au niveau de notre mobilisation, là, ça va être beaucoup des jeunes autour des milieux urbains ou des institutions scolaires, mais partout au Québec. Là. Mais si on a des jeunes en région, mettons au Saguenay, c'est sûr qu'ils vont être concentrés autour de Chicoutimi-Jonquière. Mais ça, c'est pas normal. On voit ça souvent. C'est sûr, c'est là où il y a une densité de population. Là. Fait que pour n'importe quel mouvement, des fois, on va voir des émergences dans ces poches-là, puis par la suite, il va y avoir un rayonnement autour. Là. Mais est-ce que tu sens la différence quand vous discutez avec des gens qui viennent des régions par rapport à ce que tu viens d'évoquer, la culture, par exemple? Parce que c'est aussi important pour eux que Velours soit un indépendantiste. Ben oui. Vraiment. Puis, je veux dire, ils ont leurs artistes aussi qui sont connus dans leur milieu. Là. Puis, ce qui est important, c'est de mobiliser les artistes de chez eux. Là. Pas juste que ce soit Montréal qui se déplace en région. Il faut mobiliser la région à partir d'artistes de la région. Là. Puis, on l'a fait dans une tournée Renouveau en 2023. Là. Puis, c'était vraiment les artistes connus par les jeunes de la région. C'est ça qui mobilise les jeunes. Fallait écarter. Là. Fait que, puis ça aussi, c'est l'autre chose que j'ai hâte de voir les prochains sondages, parce que les sondages, ils sondent juste les majeurs. Nous, on fait l'hypothèse que... oui, les jeunes de 15, 16, 17 ans... sont aussi encore plus souverainistes. Ceux qui pourraient avoir 18 ans en 2027, 2028, si le PQ l'emporte en octobre 2026, et qu'il y a effectivement un référendum dans un premier mandat. Justement, parlons d'un autre changement qui s'est opéré là, à partir de ces années-là, 2019, 2020,
2020-2021, c'est l'arrivée d'un chef au Parti québécois qui est encore aujourd'hui le chef d'un parti. Je trouve un exploit déjà au Parti québécois qu'un chef soit le même depuis 5-6 ans. C'est vrai. Non, c'est vrai que ça a été des années difficiles. Toi qui as milité pour le Parti québécois, tu as vu comment ça a été. Mais tu n'as pas milité pour le parti ou non? Très peu. Là, mais en tout cas, tu as vu de l'intérieur que c'était un parti qui était en difficulté là, dans les dernières années. Est-ce que ce chef-là a apporté un vent de fraîcheur également? Tu sais, ça faisait... Moi, à la base, je viens d'Option nationale, plus. C'est comme ça que j'ai commencé mon militantisme. Puis, tu sais, pourquoi j'étais à ON, c'est que je comprenais pas pourquoi on pouvait être un parti souverainiste puis pas promettre de faire l'indépendance tout de suite. Puis, tu sais, je parlais tantôt d'être entrepreneur. C'est comme, mettons, moi, j'ai un produit à te vendre, là, puis je te dis, je veux vraiment faire ça, mais je le ferai pas puis je commencerai pas à vendre avant 5 ans. Ça te tente-tu d'acheter mon produit? Non, tu sais. Puis, c'est la même affaire pour moi pour n'importe quelle idée politique, mais encore plus une qui demande tellement de crédibilité comme l'indépendance. Tu peux pas arriver puis dire oui, c'est ça que profondément je souhaite, mais dans les faits, je le ferai pas. Tu sais, quel niveau de crédibilité puis de confiance tu mets à ton option? C'était la raison pour laquelle j'étais à Option nationale. Fait que c'est sûr que d'avoir un chef qui promet l'indépendance dans un premier mandat, ben ça force aussi tous les acteurs à se mobiliser. Puis maintenant, l'ensemble des formations politiques indépendantistes promettent l'indépendance dans un premier mandat. Là. Fait que c'est un gros changement de notre époque, puis ça fait beaucoup de bien, c'est sûr, après. Tu sais, les années 2000, là, c'est pas les plus glorieuses du mouvement. Non, là. Non. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça... Il y a même un de leurs chefs qui s'est ramassé en prison. Là. Non, mais c'est allé jusque-là. Là. Pour d'autres raisons, faut-il quand même noter. Là, mais... ouais, c'est quand même fou, tu sais. Fait que c'est sûr, tu sais, j'ai l'impression que tu sais, ça fait 12 ans que je milite, là. C'est sûr, j'ai l'impression qu'il y a eu un changement de cycle, là, au moins dans le mouvement, là. Puis, tu sais, la prochaine élection, ça va être une élection référendaire, là. Fait que moi, j'aurais pas cru voir ça, là. Ça va être le sujet, probablement, de l'urne, là. Gauche-droite. Ça, c'est la question, je trouve, dommage parce que il y a des gens comme moi, puis je ne suis pas tout seul, là, pour qui c'est pas tellement important. En fait, moi, je veux juste que le pays se fasse, puis on verra après. Puis de toute façon, ça va changer, ça va revenir, ça va être cyclique. Moi, je vois beaucoup de jeunes... Je prends par exemple le reportage d'Urbania là, qui a été fait avec le maire de Laval. Oui, oui. Paul Bré. Mounir, Mounir. Mounir Kadouri. Mounir, bon, alors lui, un reportage sur les sentiments forts d'indépendantisme chez les jeunes. On entend des slogans, on voit à un moment donné, je pense, un drapeau des États-Unis qui est brûlé sur une scène. Je fais juste quelques petites déductions, OK? Est-ce que la montée de l'indépendantisme chez les jeunes, c'est la montée d'un indépendantisme de circonstance chez des jeunes de gauche qui ont le droit d'être de gauche et qui sont romantisés, qui s'accrochent à un univers, à une mythologie du combat, d'un monde nouveau? C'est une bonne question. Ou est-ce que la droite se taille une place là-dedans aussi? Tu sais, je pense que chaque génération de jeunes qui a abordé la question nationale, mettons avec les 2 derniers référendums, là, en 95 puis en 80, l'ont abordé avec leurs enjeux contemporains. Puis la génération qui aborde la question nationale aujourd'hui le fait avec son regard. C'est une génération qui est des fois un peu ambivalente, tu sais, pleine... Je sais pas si tu as la même perception, mais des fois pleine de... pas de découragement, mais de pessimisme, là, genre le monde s'écroule. Puis ils ont besoin de réponses d'ampleur. Puis c'est vrai que chez les jeunes de milieu urbain, parce que c'est pas vrai chez tous les jeunes, là, il y a différents personas là, chez les jeunes. Moi, quand je pense aux jeunes, là, c'est pas pour t'exclure toi puis moi, là, mais je pense surtout à Gen Z là, qui ont 18, 19, 20 ans. On est dans une génération d'extrêmes. Fait que oui, il va y avoir des jeunes qui vont être beaucoup plus... qui vont tendre beaucoup plus vers le conservatisme. Puis oui, il y a des jeunes qui vont tendre beaucoup plus vers le progressisme. D'ailleurs, je m'excuse, c'est divisé par genre aussi beaucoup. Ouais. Fait que c'est une génération de clivage, OK? C'est sûr que, on l'a vu, les jeunes qui se sont mis à aborder la question nationale pour la première fois le font avec un angle qu'on pourrait qualifier de plus progressiste, mais je pense qu'ils le font surtout en prenant les enjeux qui leur sont contemporains. Avec des enjeux qui sont très immédiats, là, je veux dire, la question de la Palestine, la question environnementale, je veux dire, c'est les enjeux de leur génération. Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Puis ça a toujours existé, puis il n'y a rien d'inédit là-dedans. Puis quand tu dis, par exemple, c'est une génération de clivage, moi, je veux dire, il suffit de regarder des documentaires sur les manifestations, McGill français, toutes ces affaires-là dans les années 60. C'était très, très clivant aussi. Puis... Mais les boomers ressemblent beaucoup à Gen Z. Tout à fait, tout à fait. Mais je pense pas que c'est les boomers qui regardent la génération Z en se disant, bon, ils sont pas ouverts d'esprit. Non, je pense qu'ils se reconnaissent. Mais par contre, il y a des générations entre les deux. Tu
qui sont un petit peu plus tranquilles, Ouais, j'ai ouais. l'impression, et qui se méfient quand même peut-être d'un mouvement qui, s'il est si idéologiquement marqué à gauche, il y a peut-être la menace d'une exclusion. Tu sais, est-ce que, par exemple, les conservateurs, et même pas juste les conservateurs, les gens qui sont pas vraiment préoccupés par ce qui se passe en Palestine, c'est juste pas, c'est pas un truc qui les préoccupe. Est-ce qu'ils peuvent être accueillis dans ces rassemblements-là? Est-ce qu'ils sont, ou ils sont regardés un petit peu croche ou de haut? Mais c'est vrai que la génération sandwich, là, c'est la génération qui nous reste à mobiliser parce qu'on l'a vu dans le sondage aussi. Là, tu sais, je pense que c'était les 35-50 ans. Ouais, ça allait pas bien, là. C'était une catastrophe. Là. Ouais. Il y a beaucoup de travail à faire pour les comprendre. Puis c'est bizarre parce que des fois, on dit en rien, il faudrait quasiment faire... faudrait refaire l'exercice de focus group avec eux parce que, dans le fond, c'est les jeunes de 95. Là, y a-t-il un traumatisme ou qu'est-ce qui s'est passé? Là, ça veut dire qu'ils ont clashé complètement sur le projet qu'ils ont porté quand ils étaient jeunes. T'sais. Je suis vraiment curieuse de savoir pourquoi. Mais c'est sûr que c'est la génération la plus... ils ont un vécu qui est vraiment différent. Là. C'est des taux de chômage importants quand ils étaient jeunes. Ils ont l'impression qu'ils ont dû grinder pour tout ce qu'ils ont eu, tandis que nous autres, c'était la pénurie de main-d'œuvre, fait qu'on devenait directeur à 25 ans. Là, fait que je pense qu'il y a ce point de vue-là différent qui fait en sorte qu'ils, oui, peuvent regarder le projet mené par les jeunes avec peut-être un peu de scepticisme, mais je pense que la solution à ça, c'est pas d'essayer d'avoir un seul mouvement souverainiste. Je pense qu'il y a un risque là-dedans, dans l'idée justement du vaisseau amiral ou l'idée qu'il y a un seul mouvement. J'ai pas la prétention que les Oui Québec seuls rassemblent tout le monde parce que moi, je crois pas à ça. Je pense que quand on essaie de rassembler tout le monde, au final, tu te ramasses à rien dire puis à rassembler puis à mobiliser personne. Fait que je pense qu'à un moment donné, il faut juste savoir chaque groupe, puis pas groupe juste comme organisation, mais qui mobilise qui, puis où est-ce que ça débute puis où est-ce que ça finit. Puis je pense que c'est ça qui va permettre aux conservateurs, par exemple, d'avoir leur place dans le mouvement, pouvoir s'exprimer librement. Parce que c'est pas vrai que le projet de pays, c'est un projet qui est extrêmement complexe. Ben oui. C'est pas vrai qu'on peut expliquer le projet de pays juste en disant qu'il est de gauche ou qu'il est de droite, mais ça veut pas dire non plus qu'il est ni à gauche ni à droite. Là, mais le danger, Camille, c'est que, vois-tu, moi, dans ta lecture, toi, tu as fait des focus group, là, chose que j'ai pas fait. Moi, par contre, j'ai remarqué que le mouvement, en tout cas le PQ, quand il a pris la place de la CAQ, c'était parce qu'il défendait un programme qui était dit identitaire, en bonne partie. Puis il y avait aussi la conjoncture d'un chef qui est sympathique, jeune, souriant et même sensible excellent par moment. stratège, Quelqu'un qui est affirmatif aussi. Mais il ne faut pas se mentir, la question de l'immigration, la question de la langue française, des questions qui, des fois, à gauche, suscitent un malaise, un fret. Ce sont des questions qui mobilisent la majeure partie des Québécois. L'élection de 2018 de la CAQ le prouve. Celle de 2022 le démontre. Et là, celle éventuellement du PQ, je pense, vient vraiment confirmer cette thèse-là. Moi, je me questionne juste sur le malaise. Tu dis, ça va prendre la gauche, ça va prendre la droite. Pour moi, c'est sûr. Mais est-ce que la gauche va être dédaigneuse? Est-ce que la gauche va regarder, la gauche souverainiste, là, va dire « Ah, ben nous autres, c'est pas vrai qu'on embarque par contre avec ça. » Là, finalement, 48 % il descend. Là, ça joue, ça fait la différence entre un oui qui gagne et un non qui gagne. Je suis peut-être dans la paranoïa, mais je veux anticiper les problèmes avant qu'ils soient dans ma face. Je veux dire, je suis d'accord que faut vraiment se questionner. Je veux pas dire notre discipline de groupe, mais je trouve que des fois, comme mouvement, on doit augmenter notre niveau de professionnalisation puis prévoir ce type de questions-là. Puis d'un côté, je suis pas très inquiète dans le sens qu'on a 48 % des jeunes qui comprennent assez bien aussi les programmes des différents partis. Là. Les jeunes qui sont capables d'avoir une opinion par rapport à la question nationale sont relativement politisés, finalement, parce qu'ils ont eu à se forger une opinion. Fait que ça, c'est un 48 % en connaissance de cause de la vie politique des partis indépendantistes à Ottawa. À Québec, pardon, je m'excuse, c'est le réflexe de quand j'étais au bloc. C'est bien plus beau Québec qu'Ottawa. Hein, je suis d'accord. Les gens qui vont nous écouter, horrible. Ils vont dire comment elle a pu même faire cette erreur-là. Ça n'a aucun rapport. J'ai été sur la colline 2 ans. Oui. Quelle horreur, d'ailleurs. J'habitais à Gatineau, là, je rassure. Mais par rapport à la gauche puis la droite, OK. Je pense que la société québécoise est profondément ambivalente oui, c'est ça. entre la gauche et la droite. Puis je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui vont parfois, sur certains enjeux, être à droite, puis parfois, sur d'autres enjeux, vont être à gauche. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trancher au couteau comme on l'a fait des fois par le passé dans le mouvement, c'est-à-dire ça nous prend un projet de gauche ou ça nous prend un projet qui est ni l'un ni l'autre. Je pense que ça va être par certains enjeux, par exemple, sur les enjeux linguistiques ou de gestion de l'immigration. C'est vrai que parfois, peut-être les Québécois, en général, vont être
plus conservateurs, puis sur des enjeux économiques, des fois, vont être un peu plus à gauche. Puis ça sera pas... On pourra pas trancher au couteau clairement comme ça si le mouvement va être à gauche ou à droite. Non, mais ça, c'est sûr. Puis, mais c'est de la théorie. Après, il reste la pratique. Mais moi, je pense que des fois, ça, je me dis là, on lance ce souhait-là. Puis même, j'entends du monde à droite dire qu'il va tout faire pour qu'il y ait une coalition. Puis je les regarde travailler. Puis je fais comme, mon Dieu, c'est pas exactement... en tout cas, arrive à la pratique. Là, puis, mais c'est peut-être l'histoire, donc l'actualité politique qui va comme convoquer les gens devant ce souhait-là qui est théorique et qui va devoir passer à la pratique. Toi, comment tu es devenu indépendantiste? Moi, j'ai étudié en design de mode. T'avais quel âge, mettons? Là? Je veux que tu me décrives la scène, si tu t'en rappelles. Très bien. Oui. Il faisait combien comme température cette journée-là? C'était l'été? Okay. Moi, je viens de Québec. Okay? J'ai aménagé à Montréal à 18 ans. Puis là, je venais de me faire un chum. C'était pendant la grève étudiante. Ça s'appelait comment? Un beauceron. Puis je venais tout juste d'arriver. C'est ça, c'était la grève étudiante. Peut-être... ou la fin 2012, début 2013, tu sais, puis c'était la première fois que je voyais des manifs, là, tu sais. Ça m'a comme bouleversée de voir des manifestations. Je savais comme pas que les gens pouvaient faire ça. Puis, à un moment donné, j'ai décidé, parce que Option nationale s'est fondée dans ces temps-là aussi, puis mon chum de l'époque tripait bien gros là-dessus, puis j'étais comme, ah ouais, OK. Fait que je me suis mis à écouter, je sais pas si t'as vu ça, toi, au secondaire, là, c'est comme un monsieur devant une bibliothèque, puis là, il raconte l'histoire du Québec, puis... Ah, mais est-ce que c'était Jacques Lacourcière? Oui, je pense que c'est exactement ça. Puis là, tu sais, il y a comme des images, tu sais, c'est vraiment l'histoire du Québec au complet. C'est merveilleux, ce document-là. Ben, j'ai écouté ça du début jusqu'à la fin en faisant mes travaux de couture. Puis, tout le segment post-80, je l'avais pas vu à l'école, finalement. Pas du tout. Fait que j'avais aucune idée. Là, dans le fond, l'époque contemporaine, je la connaissais pas du tout. Puis, même post-Deuxième Guerre, je suis pas sûre qu'on l'avait vu. Fait que finalement, j'écoute ça. Je finis le documentaire. Puis, écoute, je me mets quasiment à pleurer parce que j'étais tellement émue. Je me disais, oh mon Dieu, je suis souverainiste. Mais tu te rappelles de la musique là-dedans? Il y avait une musique là-dedans qui revenait à chaque fois. Pour vrai? Puis moi, le nombre de fois que j'ai Shazam cette affaire-là pour savoir ça venait d'où, pour le mettre dans mes écouteurs, en allant au gym, j'ai pas trouvé qui compose ça, mais c'était merveilleux. Ah oui, les images. Ça donnait le goût du Québec, vraiment. Finalement. Ça. Vraiment. Puis, tu sais, ça m'a rappelé qu'ado, moi, je tripais quand les profs nous racontaient l'histoire des patriotes. Là, je me disais, c'est ma gang. Mais, tu sais, ce sentiment, c'est arrivé à l'âge adulte, finalement, à l'âge où on se forge des opinions politiques, que je suis devenue souverainiste. Après ça, j'ai fait « OK, ben je suis souverainiste. Comment je peux concrétiser mes nouvelles convictions? » Tu sais, j'avais envie de porter un geste, fait que j'ai pris ma carte d'option nationale. Bon, puis à un moment donné, j'ai reçu un infolette disant « On a besoin de bénévoles pour la partielle dans Viau puis Outremont. » Puis j'ai répondu en disant « Ah, moi, je pourrais bien. » Puis ils m'ont appelé tout de suite parce qu'une jeune nouvelle bénévole, tu sais, c'est sûr que tu t'as appelé vite. On là. dit oui. Puis... Tu sais, j'étais tellement flattée qu'ils veuillent de moi, j'en revenais pas, là. Fait que finalement, je vais faire des téléphones dans Viau puis Outremont. Puis on s'entend, c'est peut-être pas les circonscriptions les plus faciles pour commencer à militer comme souverainiste, là. Outremont, ben même ça me semble être difficile quand même, ouais. Viau, c'est où, ça? C'est... c'est à Laval? Non, c'est à Montréal, mais c'est comme dans le nord de Montréal. Ah ouais, OK, non. Ouais. Fait que, tu sais, puis le candidat, je pense, c'était Patrick Bourgeois. Oui, RRQ. Ouais. Fait que, tu sais, imagine, je suis propulsée dans cet univers-là. Ils me font faire du téléphone, puis du porte-à-porte. Puis, tu sais, à un moment donné, je suis jeune, là, puis je viens pas des milieux politiques. Fait que quelqu'un me parle de Jacques Parizeau. J'avais aucune idée c'était qui, là. Fait que, tu sais, j'avais aucune éducation politique, là. Mais attends, mais c'est vraiment important ce que tu dis, parce que là, tu venais quand même de te renseigner un peu. Tu avais écouté tout le travail de Jacques Lacourcière, mais tu décris un truc qui est presque de l'ordre physique, là. Il s'est passé quelque chose dans ton corps, dans ton cœur. Tu t'es découvert un sens, là. Tu t'as découvert un sens à la vie. Tu as dit, j'ai vu des manifs, j'ai vu que ça s'agitait. Tu sais, on est de la même génération. Là. Tout le monde a grandi dans un monde tranquille. C'est pour ça qu'on s'approche, notamment en âge de cette tranche d'âge-là qui est vraiment pas souverainiste. On a des enfants aussi à un moment donné. Non, mais c'est des gens qui ont pas vécu grand-chose d'un point de vue politique au Québec. C'est vrai, les années 2000. Franchement, c'était plate. C'est des coupes partout, puis et là, tu deviens souverainiste alors même que Jacques Parizeau, pour toi, ça reste un mystère. Parce que ça... En fait, ton sentiment indépendantiste, il devance ta connaissance des détails du Québec. Bien, parce que pour moi, d'être fière d'être québécoise, puis de comprendre la distinction entre le Québec puis le Canada, c'est ça qui m'a fait rendre souverainiste. Puis je pense que c'est le même processus que les jeunes vivent aujourd'hui. C'est dans la découverte. Tu sais, tu peux pas être souverainiste et pas fier d'être québécois à quelque part. C'est comme la première étape. Là.
Fait que, tu sais, c'est vraiment exactement ce que j'ai vécu. Dans le fond, c'est la culture, finalement. Là. Puis j'étais quand même aussi consommatrice de culture, de musique québécoise. Là, tu sais, je trippais sur tu sais, tous les artistes de notre époque, là, Pierre Lapointe, tu sais, Malajube. Les Cowboys fringants. Ben oui, j'en écoutais moins, ça se dit. Là, mais, Ouais. fait que, tu sais... Mais tu étais seule aussi, j'ai l'impression, parce que tu te sentais seule dans une génération. Tu avais ton chum, là, mais je veux dire, tu avais tes amis, tu avais ta famille, mais de grandir dans un monde, tu sais, là, on s'approche des réseaux sociaux, Ouais. on se ramasse derrière des écrans de plus en plus. L'amitié se transforme, hein, parce qu'il y a une espèce de fourette mentale qui s'appelle Mark Zuckerberg qui fait Facebook. Là, tu peux ajouter du monde sur Facebook, ce sont tes amis. Oui, mais en plus, moi, j'allais au Collège La Salle. Puis comme j'avais une spécialisation en mode masculine, mes cours étaient... Puis sans mon consentement, elle avait été mis dans un groupe bilingue. Il y avait dû fusionner 2 groupes. Tu sais ce que c'est quand tu t'es mis dans un groupe bilingue? Là? Ça veut dire que c'est anglophone. Moi, quand j'ai vu que le Collège La Salle se faisait couper du financement de Québec, je peux pas dire que j'ai braillé beaucoup, mais... mais parce que j'ai trouvé ça horrible de faire ça à un étudiant qui veut étudier en français, tu sais. C'est rien contre les étudiants étrangers, mais c'est sûr que ça mettait une pression sur nous qui voulions étudier en français. Finalement, je veux dire, 2 années sur 3 que j'ai eu de design de mode ont été pratiquement en anglais, là. Fait que ça a comme rajouté une frustration. Aussi, la découverte de Montréal, pour moi qui viens de Québec, qui avait jamais été en contact vraiment, tu sais, je veux dire, mon secondaire, là, c'était pas aussi cosmopolite que, mettons, Montréal, là. Non. Fait que c'est sûr qu'il y avait la découverte de Montréal aussi qui a contribué, je pense, à faire... Aïe, mon Dieu, c'est sûr qu'en contact avec la différence, tu découvres quitter. Puis... Ben, en fait, quand tu viens de Québec, moi je le sais parce que j'ai beaucoup de discussions avec des gens de cette région-là, puis je leur parle d'insécurité linguistique, puis ils me disent « Ah, je t'en ai entendu parler de ça. » Je dis comme, ben, c'est parce que le problème, c'est que va peut-être falloir que je te paye un billet Orléans Express que tu viennes voir, là, puis je t'héberge, puis je vais te promener faire te promener dans des quartiers. Tu vas comprendre c'est quoi, tu sais. Ouais. Fait que ça, tu l'as vécu quand tu es arrivé ici. Tu Ouais, as compris puis... que c'était pas juste de la théorie, là. Tu sais, c'est un réflexe des Québécois. J'ai lu récemment sur l'histoire du quartier Angus, dans lequel on est, d'ailleurs. Oui. Puis, à l'époque de l'industrialisation, les proportions là, d'immigration étaient pas aussi élevées qu'en ce moment, mais presque similaires à ce qu'on vit en ce moment. Puis le réflexe des Canadiens français, ben, ça a été un réflexe d'autoprotection, c'est-à-dire la création des caisses populaires, des caisses de travailleurs. Là, et puis, il fallait être catholique et Canadien français pour pouvoir être membre des caisses populaires. Tu sais, aujourd'hui, imagine là, une caisse qui s'ouvre en disant « il faut que tu sois catholique et Canadien français ». Ouf! Tu sais, fait que je pense que cette crainte-là, à force des gestes de repli sur nous, que moi, je juge pas positif, mais quand quelqu'un qui est replié, tu sais, qui est acculé au pied du mur va faire ce genre de geste-là, de repli sur soi-même, là. Puis là, je veux qu'on continue un petit peu le parcours biographique. C'est quelque chose que je fais pas souvent, d'ailleurs, là, mais c'est parce que je trouve ça intéressant. On a à peu près le même âge, puis je pense qu'on a traversé les mêmes épreuves. C'est un mot que je vais choisir. Tu diras si c'est le bon. Tu deviens indépendantiste vers à peu près le tournant de tes 20 ans, là, 2012. Mais, tu sais, il y a une énergie dans la rue. Cette énergie-là, elle va disparaître là, assez abruptement. D'ailleurs, ça a été peu étudié par les essayistes, par même les chercheurs. Comment ça se fait qu'il y avait 200 000 personnes printemps 2012 puis printemps 2013, il se passait presque plus rien. Il se passait encore quelque chose, quoi, en 2013, mais... Ouais, moi, je me suis impliquée beaucoup en 2013. Oui, non, il y a eu, je me rappelle, moi, j'étais à l'UQAM, puis il y avait encore du monde qui croyait à ça. Là. Puis, donc, comment on fait pour s'accrocher à quelque chose Il y a une flamme qui est née en toi, mais c'est toi qui souffles dessus, là. Parce que politiquement, tu sais, c'est faut être vraiment motivé. Il y a eu Pauline Marois, 18 mois. Là, on commence avec Couillard pendant 4 ans. Ouf. À un moment donné, avec la grève étudiante, j'ai été invitée dans un groupe qui s'appelait l'Association populaire autonome de Schlager-Maisonneuve. Okay? Mais tu sais, avec moi, toute ma candeur j'ai 19 ans, là, tu sais. J'arrive là, puis tu sais, moi, je suis fière d'être souverainiste. Je leur dis « Hey, je suis souverainiste, mais je me rends compte que c'est une gang d'anarchistes, OK? » Ils se retournent, ils font comme « Ah! » Ils m'ont plus jamais réinvité. Mais non, ils veulent pas d'État, eux. Pas un État de plus, là. Fait que, tu sais, je pense que je cherchais un endroit où m'impliquer, puis... je pourrais pas dire qu'est-ce qui m'animait, mais tu sais, j'ai toujours eu la vibe de... J'ai toujours été une porteuse de projet, là, tu sais. J'ai vraiment ça en moi, là. Finalement, tu sais, l'entrepreneuriat est arrivé quand même tard dans ma vie quand tu regardes ça, mais tu sais, ça m'a toujours habité. Puis, c'est avec Owen, finalement... Tu sais, j'ai fait mes téléphones, j'ai fait mon porte-à-porte. Je trouvais ça horrible. OK, j'haïssais ça. J'étais enfin, je peux pas croire que les gens font ça. À un moment donné, je me retrouve dans un genre, à l'île Noire, à un 5 à 7 des militants d'Option nationale. Puis il y a un gars qui vient me voir et dit « Hey, tu veux-tu être candidate poteau? »
C'est l'élection générale en 2014. Là, je suis comme, ouais, OK, tu sais. J'accepte on the spot. Puis il me dit, après, je dis, OK, mais où? Il dit Pointe-aux-Trembles. Puis là, je fais, OK, c'est où? Ah oui, c'est ça. Ça fait 6 mois que j'étais à Montréal. Ah oui. Là. Puis finalement, je me retrouve à être candidate poteau, tu sais, dans Pointe-aux-Trembles, mais je décide de faire campagne. Puis là, je me mets à faire du porte-à-porte, mais pour vrai, c'est moi qui décide de le faire. Puis, tu sais, le monde qui m'ouvre, c'est des monsieur, madame, tout le monde, mais tout le monde prenait le temps de m'écouter. Déjà, t'as une jeune de ça, là, 19, de 20 ans, là, qui vient, tu sais, qui vient. Moi, je voulais parler d'indépendance, c'est ça qui m'intéressait. Puis, je me suis rendu compte que les gens étaient super volontaires de m'écouter. Puis c'est là que j'ai eu le coup de foudre, en fait. Je me suis rendu compte que je faisais de la politique, j'aime le monde. Puis ça a vraiment été ça, mon motivateur. Puis je trouve que l'indépendance, en tout cas, moi, ça m'apportait beaucoup d'espoir. Puis ça me donnait l'impression d'exister dans une collectivité puis de pouvoir projeter ma collectivité dans l'avenir. C'était dur, il n'y avait pas de momentum. Là, Non, à l'époque, zéro. là. Tu sais, je reviens à la génération Z, celle qui est représentée notamment dans le reportage d'Urbania, celle qui est aussi comptée un peu dans le sondage, mais pas toutes, parce qu'il y a ces mineurs dont on parle qui vont devenir majeurs puis qui sont peut-être déjà majoritairement souverainistes. Eux autres, il y a un momentum qui s'installe. Ouais. Je veux dire, Ça doit être tellement cool commencer à militer en ce non, mais moment. ça là, fait 2 imagine. ans qu'on dit, en 2026, je pense, c'est Plamondon qui gagne. Ça fait 2 ans qu'on dit ça. C'est assez rare là, que 2 ans d'avance, on se projette comme ça. Puis depuis 2 ans, ça fait juste monter. Bon, ça s'est un petit peu stabilisé, mais ça n'a pas l'air de vouloir descendre. Toi, moi, à notre époque, c'était pas ça pendant tout. Là. On prêchait, bon, sans dire dans le désert, parce qu'il y avait plein de jeunes passionnés autour de nous. Oh, mais c'était pas mal le désert, là. Ben, un peu, là, quand même, moi, j'avoue. Je veux dire, surtout, c'est quand que ça va pas bien, là, c'est crise après crise après crise, dans à peu près tous les partis. Tu sais, je veux dire, je me suis clenché la crise au bloc. Ah mon Dieu, quelle catastrophe, là, tu sais. C'est quoi les apprentissages que les souverainistes ont fait dans ces nombreuses crises-là qu'il y a eu? Là, on parle du bloc, mais il y a eu le PQ aussi. Il y a eu des courses à la chefferie. Il y a eu des candidats qui se sont chicanés publiquement, alors qu'on vient de traverser une course à la chefferie au Parti libéral. Ils ont eu la décence de ne pas se pogner tant que ça dans l'espace public. Y a-t-il des affaires qu'on a apprises? C'est une bonne question, sérieux. Je pense que les individus qui ont traversé ces événements-là, moi, j'ai appris des choses exceptionnelles. Mais en fait, surtout la cohésion de groupe, je pense qu'il nous reste beaucoup de choses à apprendre, mais déjà, on a vécu. En tout cas, j'espère qu'on retient des choses de ce qu'on a vécu dans les dernières années parce que, tu sais, je pense qu'une des choses qui va nous faire le plus mal à mesure qu'on va avancer vers une échéance électorale, une échéance référendaire, c'est qu'ils vont essayer de nous diviser entre nous, les adversaires qui sont les fédéralistes. Sur quelle base? Ils vont essayer de mettre en valeur les différences entre de différents souverainistes entre eux. Je pense notamment sur la question de la gauche puis de la droite. Ils sont très bons là-dedans. Ils ont juste besoin de nous dire que des mesures qu'on met de l'avant sont xénophobes, puis ça va suffire, je pense, à nous diviser. Donc, il faut être extrêmement sensible à maintenir... Ça ne veut pas dire de ne pas avoir de débat. Ça veut surtout dire de choisir le moment où on a des débats, puis surtout de les faire privément, je pense. Ça, tu sais, on a encore à apprendre, mais on est vraiment meilleur, je trouve, dans les dernières années à mener nos combats en privé. Nos débats, du moins. Mais c'est sûr que, tu sais, plus la pression va augmenter, plus la tentation de vouloir écrire des lettres ouvertes dans le devoir va exister. Ouais, chose qu'on a vu beaucoup à Québec solidaire pour d'autres raisons, là, pour beaucoup de militants qui sont débarqués puis qui ont voulu l'annoncer qu'ils débarquaient. Beaucoup d'anciens élus de Québec solidaire qui sont partis puis en dénonçant. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument éviter parce que c'est pas vrai que les souverainistes sont plus divisés que les fédéralistes. C'est juste que les fédéralistes, ils viennent d'un milieu souvent qui est plus le milieu des affaires, le milieu de l'entrepreneuriat. Mais ils n'ont rien à prouver. Il y a ça, effectivement, aussi. Je veux dire, quand c'est toi le challenger, c'est toi vrai. qui as prouvé que tu es meilleur. Fait que la pression est sur nous autres. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, il va falloir renverser cette pression-là, dire que eux aussi ont des choses à prouver aux Québécois. T'sais, pourquoi est-ce que leur projet est meilleur que celui de l'indépendance? Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu as la pression du changement, c'est toi qui dois être meilleur. Dans les faits, là, il va falloir qu'on prouve constamment qu'on est meilleur que les fédéralistes juste parce qu'on challenge le statu quo. Je pense qu'il va y avoir une certaine forme d'indulgence dans la mesure où est-ce que l'erreur va être humaine avec les souverainistes? Non. Non, je pense pas. C'est rare qu'on entend des indépendantistes. Regarde, je vais t'envoyer une fleur. Là. Tu me sembles être quelqu'un qui a une connaissance profonde de la philosophie politique. C'est-à-dire que tu sais que ça oppose presque le bien ou le mal. C'est-à-dire que pour des adversaires, ils peuvent mettre
les souverainistes dans la catégorie du mal et miser là-dessus, et ça a un effet. Exact. C'est pas juste une question d'argument politique. Non. Tu te rappelles comment 95 s'est joué, comment 80 s'est joué Oui. avec un Jean Chrétien. Moi, c'est ce qui m'inquiète, je t'avoue. Je parle avec beaucoup de souverainistes, puis je me dis des fois que je devrais peut-être garder ça pour la sphère privée, ces conversations-là, mais je ne sais pas si mon message se rend jusque dans les bureaux du Parti québécois, donc j'utilise ma tribune pour le faire. Est-ce que tu penses que les souverainistes, ils ont pris conscience, mais pleinement conscience, qu'ils s'en vont à la guerre, qu'ils s'en vont diviser un pays, et que donc le fédéral va être prêt à tout? Oui, tu sais, c'est pas gentil pour le fédéral, ce que je vais dire, mais je suis sûre qu'ils vont tricher. Puis je pense qu'il faut juste apprendre. Moi, j'ai fini là, d'arrêter de me dire on s'est fait voler en 95. Je pense qu'à un moment donné, regarde, il faut juste faire les apprentissages. C'est les 30 ans du référendum. Il faut faire les apprentissages qu'on a à faire. C'est vrai que la commission Grenier, ça aurait été une belle opportunité, au moins de finir le bilan de 95, mais il semble qu'on n'aura pas cette opportunité-là. Moi, les éléments qui m'inquiètent le plus, c'est l'ingérence étrangère dans le cadre du prochain référendum. Je pense que chaque référendum avait comment je dirais ça, ces risques là, potentiels. Là. Je pense que l'ingérence étrangère est le plus gros risque devant nous. L'utilisation de robots sur les médias sociaux, de messages micro-ciblés comme on a pu voir aux États-Unis. Les ingénieurs du chaos en parlent beaucoup. C'est super intéressant, d'ailleurs, une lecture vraiment que je recommande à tous les souverainistes. Je pense c'est le livre de Diam-Poli, ça. Exact, Ouais. exact. Je pense qu'il faut être extrêmement... il faut garder toujours le point de vue mobilisateur. Tu disais, je suis tout le temps de bonne humeur. C'est vrai, je suis tout le temps de bonne humeur, mais en même temps, ça n'empêche pas d'avoir une vision stratégique forte, énormément de discipline, puis surtout de professionnaliser nos pratiques, puis de mettre à jour nos pratiques au niveau technologique. Je pense que c'est vers là qu'on s'en vient, mais je pense qu'il va falloir encore plus accélérer le rythme, parce que c'est le risque devant nous, c'est l'utilisation des nouvelles technologies, tu sais. Fait que ça, puis là, ben, on construit un peu l'avion en vol, finalement. Puis c'est la même chose pour les fédéralistes. Je sais pas si tu savais, mais je fais une aparté, puis j'arrive à mon point, ce sera pas long. Prends tout ton temps. Dans le fond... Au pire, on coupe tout au montage, il n'y a pas de problème. C'est poche, tu vois. Bernard Landry, il a créé, quand il était premier ministre, un statut pour les organismes qui font la promotion, pas la promotion, mais la vulgarisation de la question constitutionnelle. Okay? Il appelle ça un statut d'organisme d'éducation politique. Bon, les Oui-Québec, c'est des droits acquis, ils le font plus maintenant, là, ces statuts-là. Ça prend une sanction ministérielle. Les Oui-Québec en ont un, Société Saint-Jean-Baptiste, puis il y avait des groupes fédéralistes aussi, dont l'idée fédérale qui avait été créée par André Pratt. Puis, tu vois, ils n'ont pas fait leur rapport au DGEQ, puis ils ont été radiés, puis ils ont perdu leur statut d'organisme d'éducation politique. André Pratt, soit dit en passant, qui va être assis à ta place dans 2 jours. Ah bon, ben si, tu en parleras. Parce qu'ils vont être radiés, là, puis ça veut dire qu'ils perdent leur statut qui permet de bénéficier d'un crédit d'impôt. Fait que des fois, je me dis, de l'autre côté aussi, tu sais, je pense qu'ils ont beaucoup à faire, vraiment, là. Ben oui. Mais c'est sûr qu'ils ont les forces de leur côté. Puis je comprends aussi les jeunes d'adopter un point de vue des fois progressiste par rapport à la question de l'indépendance, parce que c'est un peu, nous, la population du Québec, contre les grands qui ont les pouvoirs entre leurs mains. T'sais. Il y a quelque chose d'un peu, je veux pas dire populiste, parce que c'est pas très populaire de le présenter comme ça, mais il y a cette forme-là, en fait, populaire, là, disons-le comme ça, du mouvement souverainiste dans la façon qu'il l'abat. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cet angle-là, des fois, un peu plus... Oui, ben, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que ça a été prouvé là, en 95, puis ça, c'est les preuves qu'on a que, je veux dire, ça s'est joué en coulisses par des grands financiers, des organisations, des entreprises qui ont collaboré. Hein, le Lovin, c'est quand même au moins une compagnie aérienne qui vend des billets à rabais à des gens qui viennent de l'autre bout du monde, qui n'ont jamais prévu venir à Montréal, puis qui se ramassent à Montréal avec un drapeau qu'ils ne daignent même pas déposer dans une poubelle quand la manif se termine. Il y a des photos que j'ai retrouvées il n'y a pas longtemps à la BANQ de la place du Canada, là, qui est tapissée de drapeaux du Canada, qui ont été jetés. C'est-à-dire que quand on a dit « c'est beau, c'est terminé, on retourne à l'aéroport », les gens ont fait « bon, anyway, ils vont ramasser ici ». Mais moi, je reviens par contre sur l'espèce de sentiment bon enfant, des fois, que je rencontre chez certains indépendantistes.
On dit, oui, mais on a tiré les leçons. Ah oui, lesquelles? Ouais. Ils ont triché. Donc, ça veut dire qu'il va falloir... et là, je le répète, je ne dis pas qu'il va falloir tricher, mais en prendre conscience, c'est déjà anticiper ça. Si on anticipe ça, il faut déjà en parler. Ça va arriver tellement vite. T'as pas peur, toi, qu'on soit rendu là puis qu'on fasse merde? On a pensé à tout sauf à ça. Non, pas du tout, parce que je trouve qu'on a plus de temps pour organiser ça que, par exemple, gérer la pandémie de COVID-19. Puis on a fini par s'adapter à la pandémie. Oui, il y a eu des ratés, mais durant la pandémie, il y avait une sorte de consensus. Tu te rappelles même, il n'y avait aucune force politique qui critiquait une autre force politique. C'est clair. Alors que là, durant un référendum, je veux dire, tu vas avoir la moitié du Québec qui va être contre la moitié du Québec. Donc, tu n'auras pas deux moitiés ensemble qui veulent lutter contre un troisième camp, un tiers parti. Donc, je dirais que c'est pas vraiment un exemple qui marche. Là, mais... je suis pas d'accord, parce que dans les faits, ça va nous forcer à nous organiser très rapidement. Puis, on peut pas se dire, OK, il va falloir reculer l'échéance parce qu'on n'est pas prêt. T'sais. Il va juste falloir être prêt, c'est tout. Puis, juste le fait d'avoir une échéance, si tu savais la vitesse à laquelle ça a aussi obligé les gens à raffermir leurs liens. Au CA, là, des WeQuébec, là, faire un peu la convergence de groupes comme CSN, FTQ. Déjà, CSN, FTQ, des fois, ils vont marauder l'un contre l'autre. Là, oui, bien sûr. avec la SHB, MNQ, tu comprends que c'est tout du monde qui a des opinions, des fois vraiment différentes. Puis j'ai vu le fait qu'il y avait une mobilisation vers l'indépendance avec un espoir de l'atteindre. Ça fait en sorte que les gens mettent plus de moyens, sont prêts à travailler ensemble, sont plus présents, sont plus actifs. Il y a une accélération aussi de l'organisation. Fait que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas, disons, être sérieux dans ce qu'on fait, mais je pense qu'il faut démontrer le contraire de l'inquiétude, en fait. Il faut être d'une confiance de faire, puis il faut juste travailler. C'est plate à dire, là, mais il faut se bouger les foufounes, puis il faut s'organiser pour gagner. C'est ça qu'il faut faire. Inquiétude, moi, je remplacerais ça par vigilance. Oui. C'est-à-dire qu'être inquiet, c'est évidemment pas positif comme attitude. Ça inspire pas la force. C'est ça. Ça communique pas une assurance quelconque, mais être vigilant, c'est jamais une mauvaise idée. Non, mais politiquement. On est d'accord là-dessus. Je veux qu'on parle des réseaux sociaux, parce que je suis allé au balado de Génération Oui. Oui. Puis, j'avais jamais pensé à ça, moi. Je dois saluer celui où, je ne me rappelle plus c'est lequel des deux là, qui avait eu, je pense que c'était Marc-Antoine, c'est ça? Qui était devant moi à gauche. Puis, il m'a dit, le prochain référendum sera le premier avec les réseaux sociaux. Ouais. Et moi, je me suis dit, mais c'est vrai. J'avais jamais pensé à ça. Puis là, j'ai vu, on dirait, plus rapidement, puis on me dira que mon esprit est connoté, mais j'ai vu plus rapidement l'avantage que ça pourrait représenter, plutôt que le désavantage, même si les fédéralistes ont tout intérêt à utiliser les réseaux sociaux pour communiquer leurs idées. Je me disais, les réseaux sociaux, avec de la musique, de la culture, des montages, tout ça, aïe, aïe. Est-ce que vous y pensez beaucoup à ça? Bien, c'est le cœur de notre stratégie, les médias sociaux. Là. Je veux dire, avant, là, on a commencé à être médiatisé dernièrement, mais avant ça, c'était le désert. Là. À peu près aucun journaliste nous prenait au sérieux. Là. On n'était pas capable d'avoir un article. Là, puis pourtant, on leur expliquait qu'on voyait quelque chose chez les jeunes. Puis il y en a certains qui m'ont écrit pour faire comme « Ah, vous l'aviez vu venir? » On disait « Ah! » Mais, tu sais, ce qui est... C'est compliqué, mais en même temps, c'est un outil extraordinaire. Mais ce qui est tough, c'est que les gens... C'est pas vrai que les gens sont à la fois sur Facebook, sur Instagram. T'sais, les gens, souvent, sont principalement actifs sur un média social. Puis, à travers ce média-là, ils vont avoir leur micro-communauté. Okay? C'est ça qui est tough. Fait que c'est vraiment... Puis d'ailleurs, c'est là où je pense qu'il faut qu'on soit excellent dans nos pratiques de communication en médias sociaux. Mais heureusement, Alex Valquette est là. T'sais, on a vraiment réussi à percer. Puis des fois, par accident, il y a une communauté sur Reddit qui s'appelle Notre Québec. Oui. C'est 5000 personnes. Puis ça, c'est complètement organique. Ils capotent, c'est WeQuébec. Puis on a rien activé de tout ça. C'est là. pas des robots de WeQuébec. Non. Non, parce qu'il y avait la rumeur. Là, on aurait pu. Ouais, c'est la même personne 5 fois, en fait. Ouais. Mais on les a vus après ça, parce quand on a un formulaire de mobilisation, on demande toujours d'où la personne vient, puis on est capable de spotter lesquels viennent de quel média social. Ça nous donne du retour. Mais je pense qu'on doit concentrer énormément d'efforts sur les médias sociaux.
je veux dire, autant que les médias sont importants aussi parce que, tu sais, je veux dire, justement, les 35 ans et plus vont pas consommer les mêmes médias sociaux, vont consommer plus de médias traditionnels. Puis aussi, ben, ça nous permet de rendre notre message, de le diriger directement sans filtre vers les personnes ciblées. Mais tu sais, les médias sociaux ont souvent la réputation, je dirais vraiment plus depuis quelques années, de faire des chambres d'écho. Mm-hmm. Donc, ça, par contre, j'imagine que c'est un truc qui doit vous préoccuper, de vous dire, ouais, c'est bien, là, des vidéos avec des milliers de likes. Moi, par exemple, j'ai vu passer énormément de vidéos de jeunes filles qui se préparaient pour la Saint-Jean avec la musique de Kinji. Parce que moi, j'ai nouvellement un TikTok là, pour le balado. Ah ouais? Ouais. En fait, c'est même pas vrai. J'ai même pas le contrôle de ce compte-là, mais je vais sur le TikTok, l'application, pour consulter le contenu qu'on produit. Ouais. Puis là, j'ai vu passer ça sans arrêt. Puis là, je me disais, bon, mais moi, je suis convaincu, là. Je veux dire, mais comment on fait pour aller chercher les autres? Qu'est-ce que ça va prendre comme ton? Est-ce que c'est un ton pédagogique, instructif? Est-ce que ça prend des influenceurs qui sont... tout ça en même temps. Tout ça en même temps. Et, tu sais, faut... Aux États-Unis, puis pour le Brexit, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils généraient des milliers de messages différents. Tu sais, ça prend une multitude de messages. Puis c'est pour ça que je dis, ça peut pas... À un moment donné, il va falloir une multiplication de messages parce qu'il va y avoir des personnes à qui, toi, tu as ton auditoire, à qui tu t'adresses, mais je veux dire, moi, je m'adresse pas nécessairement aux mêmes personnes. Puis ça prend une multiplication des porte-voix puis des types de messages. Puis... tu sais, pour moi, ma vision de la convergence aujourd'hui, c'est pratiquement ça. Tu sais. C'est la capacité de garder un mouvement qui est aussi cohérent, qui a son socle commun, mais aussi de permettre que c'est vrai qu'il y a des gens qui vont aborder la question nationale avec un regard plutôt conservateur, puis d'autres plutôt progressistes. Mais grâce aux médias sociaux, on a la capacité que ces deux types de messages-là puissent cohabiter. Pas toujours facilement, mais en même temps, tu sais, c'est le luxe d'avoir un mouvement maintenant qui émane plus de la société civile versus 95. Tu sais, à toute fin pratique, ça émanait du Parti québécois là, en 95. Puis quand on est en train un peu on discute beaucoup sur le référendum de 95 en ce moment, parce que c'est les 30 ans cet automne. Puis les deux éléments qui ressortent souvent quand on fait le bilan, c'est que les consultations se sont faites trop tard de différents groupes qui finalement étaient disons, susceptibles de voter non, mais qui sont devenus carrément hostiles. Puis l'autre élément, c'est que... Qu'est-ce que tu veux dire, les consultations? Tu veux dire les consultations en préparation du référendum? Oui, exactement, par rapport à l'indépendance. Mais Parizeau était arrivé en 94. Oui. Il a manqué un peu de temps donc, pour faire ça. Exact. Il aurait fallu aller plus vite que ça, donc. Oui, c'est ce qui revient souvent dans les discussions qu'on a des collaborateurs de 95. Là. C'est qu'il y a des groupes qui sont devenus hostiles simplement parfois par manque de contact avec le mouvement souverainiste. Puis des fois, on veut des gens qui... C'est sûr qu'il ne restera plus beaucoup d'indécis. Là. Le taux de participation en 95, je pense, c'était 93 Oui, c'était très élevé. Quelque chose comme ça. Fait que, il ne reste plus bien d'indécis rendu à la fin. Mais tu veux t'assurer là, que, je veux dire, les personnes à qui on doit parler en ce moment, c'est les personnes qui sont dans le spectre des indécis. Là. On s'entend, là. Puis solidifier des appuis qui sont les appuis récents là, qu'on appelle. Fait que, tu sais, ce travail-là, il commence par un travail de consultation. Puis c'est vrai que de le faire dans l'année avant, ben je veux dire, il y a tellement de choses à organiser. Je pense qu'ils ont manqué de temps. Le deuxième élément, c'est la mobilisation de la société civile. Il aurait fallu en faire encore plus. Il y a énormément qui a été fait là, en 95. Mais c'est parce que l'avantage d'une société civile mobilisée, puis j'en reviens aux médias sociaux, c'est que, justement, ça nous permet de garder de la cohérence sans... Tu sais, nous, la société civile, on n'a pas l'obligation de prendre le pouvoir puis d'appliquer un programme, puis c'est une flexibilité extraordinaire. Ça vient avec son défaut, c'est-à-dire on ne gouverne pas. Mais en même temps, moi, je vois ça, chacun... Tu sais, c'est un pipeline, là. Nous, on mobilise, on fait en sorte que... Mon objectif, c'est que la question de l'urne, ce soit l'indépendance. Puis, de l'autre côté, les partis, leur rôle, c'est de prendre le pouvoir puis d'appliquer leur programme. C'est deux choses différentes, mais il faut que ce bout-là soit vraiment fort. Oui. Puis, un parti peut pas dire deux choses en même temps, tu sais. Tandis que c'est très correct pour un mouvement de dire, ben ça pourrait être comme ça, mais ça pourrait aussi être comme ça. C'est vrai que c'est dangereux. Pas dangereux, mais que c'est complexe. C'est complexe dans l'espèce de concours de circonstances puis d'alliance entre toutes ces forces-là qui communiquent le même message. Ouais. Hey, on a parlé des jeunes, ouais. On a parlé des réseaux sociaux. Je l'ai évoqué moi-même. Il y a une espèce de tendance Kinji. Oui. C'est qui ce gars-là?
Kinji. Parce que moi, personnellement, OK, Ouais. je suis un indépendantiste, j'écoute du rap Ouais, québécois. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là. OK. Et je considère pas, et je refuserais qu'on dise que je suis déconnecté du rap contemporain parce que c'est pas vrai. J'écoute ce qui sort. J'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Fait que qu'est-ce qui s'est passé pour que dans mon algorithme, ça passe pas? Puis là, depuis, je le vois partout. Ouais, c'est ta fleur préférée, c'est quoi? C'est la fleur de lys. C'est clair. Euh, on sait pas non plus, honnêtement. C'est depuis le début de l'année, à un moment donné, ça s'est mis. Je veux dire, on était plusieurs, là. Sur TikTok, on recevait rien que de ça, là. Puis, tu sais, il fait Un des. gars de Montréal? Non, de Gatineau. De Gatineau? De Gatineau, avec son frère LBB 66. LB66, pardon. Sont d'origine portugaise. Un de leurs parents est portugais. Puis, en plus, ils parlent en franglais. Tu sais, c'était vraiment une complète surprise. Là. Moi, d'ailleurs, ça, puis ça dérange des gens. Mhm. Puis encore une fois, pour prouver toute ma bonne foi, si ça marche, ça marche. Ouais. Moi, je veux dire, c'est tout. Ça dérange par contre des gens qui se disent, ouais, mais là, OK, ben là, c'est du franglais, ça veut dire que c'est. Non, mais écoutez, je veux dire, le rap, c'est un peu ça aussi, là. Donc, tu sais, c'est un code qu'il respecte. Mais donc, lui, il arrive. Il a juste dit, moi, c'est comme ça que je parle. Il a 17 ans, là, le gars. Là. Ouais. Tu sais, il a juste commencé à faire ça pour le fun. Il a publié une couple de fois. Il a fait 200 000 vues, genre, par publication sur TikTok. Là. Fait qu'il s'est fait connaître grâce à des vidéos qu'il mettait en ligne sur TikTok. Ouais. Et là, les jeunes se sont mis à capoter. Oui. À refaire constamment des. Tu peux prendre la musique puis faire Ouais. des vidéos avec la musique de l'artiste. Là. Fait que les gens prenaient la musique, qui est quand même, tu sais, ça reste assez simple à comprendre. Puis je pense, tu sais, Kinji dit souvent, moi, je voulais juste rendre ça cool. Puis je trouvais ça le fun de faire de la musique. Puis je pense que les gens ont vraiment embarqué dans le côté un peu. Tu sais, pour les jeunes qui connaissent pas l'indépendance, il y a quelque chose de. Je sais pas comment dire. Je pense que les jeunes veulent être premiers sur la tendance. Ouais. Puis il y a eu un peu de ça avec l'arrivée de Kinji, tu sais. Mais de voir, tu sais, je me dis souvent, si en fait ce que Kinji propose n'était pas profondément enraciné dans ce que vivent les jeunes, dans ce que les jeunes ont envie, besoin, ça n'aurait pas pogné autant. Fait que finalement, il a comme été un émetteur-récepteur de ce que pensait. En tout cas, il a bien compris ce que pensait sa génération. Mais c'est quoi qu'elle pense, cette génération-là? Ça veut dire, c'est quoi le message qui passe, qui colle avec la réalité de ces jeunes-là? C'est tellement juste décomplexé. C'est pas une pogne, hein? C'est Ouais, non, mais vraiment juste pour comprendre. C'est une bonne question. C'est juste tellement décomplexé. Puis je pense que le côté à la prochaine fois, on va l'avoir. Ouais. Tu sais, notre génération. Un discours de force. Ouais, de gagnant, en fait. Je pense que, tu sais, les jeunes se sont fait dès... on en parlait tantôt, tu sais, Alex puis moi, puis on se disait, aïe, aïe, depuis le primaire, on se fait casser les oreilles avec le fait que, genre, la planète va s'écrouler sur elle-même, là, parce qu'on a des cours sur, tu sais, l'écologie, puis finalement, ça crée un découragement, là, comme si on était dépossédés de notre avenir comme génération. Puis le fait de dire, on est capable, nous, on va l'avoir, c'est notre chance, c'est notre projet. Il y a quelque chose de tellement positif, mobilisateur. Finalement, tu dis, enfin une solution, tu sais, enfin un peu d'avenir pour ma génération, pour nous, puis une façon de se projeter. Puis je pense qu'on avait pas ça. Puis la grève étudiante, tu sais, je pense qu'une une des raisons pourquoi ça a fait un peu poète-poète après, c'est que finalement, c'est un projet de réforme. Tu sais, on n'est pas... Oui, il y avait l'aspect gratuité scolaire, mais on s'entend que c'était pas le cœur non plus de la grève étudiante. On s'opposait à un projet de loi. Puis ça nous a tellement mobilisés, mais on n'est pas en train de se mobiliser pour un changement de société majeur et aussi systémique qui est celui de l'indépendance. Puis là, ben, on a finalement, puis surtout pour la Gen Z, je suis tellement contente pour eux, ils ont enfin ce projet-là d'une ampleur qu'ils n'ont jamais connue. Pour la première fois, en tout cas, depuis qu'ils sont nés, on leur dit qu'il y a quelque chose qui est à l'horizon, puis c'est pas un gros feu qui s'approche de plus en plus d'eux. Non, mais c'est honnêtement, moi, j'ai de la peine pour eux. Là. Ils font constamment se dire ça. C'est eux qui disent on n'aura peut-être pas d'enfants. Pourquoi? Parce que vous en voulez pas. Non, c'est juste parce qu'en fait, on veut pas qu'ils grandissent avec des masques dans la face. Ben non, mais exact. Là, tu te dis, OK, mon Dieu, pauvre univers. Puis là, ils ont quelque chose de beau qui s'en vient. Mais ce beau-là, qui s'en vient, là, on s'y prépare. Moi, je t'ai dit, ça arrive vraiment vite, puis t'en es au courant. C'est quoi les prochaines étapes? Là? Qu'est-ce qui reste à consolider? C'est quoi ton rêve le plus cher, à part celui de l'indépendance? Mais en attendant ce rêve-là, ce serait quoi la victoire qui te comblerait le plus sur le plan du militantisme et de la société civile? Je dirais
Déjà, mettre en place notre plan d'action, qui est quand même ambitieux. J'aimerais ça... puis je dois dire, c'est toutes des choses que je pense possibles. Okay? Je veux pas être trop ambitieuse, là, mais j'aimerais ça que les artistes soient à l'avant-plan de la mobilisation pour l'indépendance. J'aimerais ça qu'on ait un mouvement dont l'impulsion est d'abord et avant tout issue de la société civile, parce que je pense que ça va nous donner beaucoup de cohésion de groupe et de liberté idéologique. J'aimerais qu'il y ait beaucoup plus d'argent dans le mouvement. Ça prend des moyens, qu'est-ce que tu veux. Puis j'aimerais ça mobiliser les entrepreneurs pour ça. Puis les gens d'affaires, en plus, tu sais, les vrais entrepreneurs de start-up, là, je parle pas juste des gestionnaires, mais rien contre les gestionnaires, mais tu sais, les gens qui partent des start-up, c'est des innovateurs. Eux qui ont la vie devant eux. Tu sais, ils ont peur de rien. Moi, je l'ai fait, là. Tu pars de rien, tu bâtis quelque chose. Tu sais, c'est comme t'expliques au monde, tu vends ta salade des fois, là. T'es même pas sûr que tu vas livrer ce que tu fais. Tu sais, c'est pété comme métier, être entrepreneur. Puis des fois, je me dis, je comprends pas que ces gens-là soient pas souverainistes, tu sais. Je veux dire, une capacité au risque tellement élevée, l'indépendance quasiment moins risquée que leur projet, des fois, là, tu sais. Fait que ça, j'aimerais vraiment ça. Parce qu'ils existent, ces gens-là, hein. Je veux dire, moi, je parle avec des gens au Parti québécois qui me disent, on les appelle pour qu'ils se présentent, puis ils sont de notre bord. Ben oui. Mais c'est juste qu'ils attendent, tu sais, vraiment la dernière minute pour voir si, tu sais, ils veulent pas perdre la face, ils veulent les bonnes conditions aussi pour se présenter, ils veulent pas Viau ou Outremont, là, hein. Tu sais, ils veulent... Mais ces gens-là existent. C'est pas vrai que le milieu entrepreneurial n'est pas derrière le projet. Il est peut-être majoritairement contre le projet, mais il y a beaucoup de gens qui existent et qui attendent juste qu'on vienne les chercher. Parce que le milieu entrepreneurial, il est aussi complexe que le mouvement souverainiste. Là. Fait que, tu sais, tu as des gens qui sont plutôt dans l'innovation, justement les startups, les entrepreneurs en démarrage. Tu sais, c'est du monde qui ont une résistance au risque que peu de gens dans l'humanité ont. Là. Puis un niveau de stress, on parle pas de ça, mais tu sais, je veux dire, le plus gros stress que j'ai vécu de ma vie, c'est comme entrepreneur. Fait que pour moi, le mouvement souverainiste, je trouve ça tellement relax. Là. C'est pour ça que je suis comme, ça va bien aller. Ben oui. Surtout un démarrage pendant la pandémie. Aïe, aïe, horrible. Puis, tu sais, il y a eux, puis après ça, tu as les gens d'affaires qui, tu sais, dans le milieu banquier, du capital de risque. C'est sûr que là, c'est vraiment un autre univers qui est beaucoup plus corporate. Puis là, ils ont beaucoup... Tu sais, le milieu de l'investissement puis de la grande entreprise est allergique au risque, puis il y a encore une perception que l'indépendance, c'est un projet risqué, tandis que ce que je pense, c'est que le statu quo, puis les menaces d'annexion de Donald Trump nous l'ont prouvé, le statu quo est une stratégie plus risquée en ce moment pour le milieu d'affaires, selon moi. Parce que quand tu bouges pas, l'adversaire a toujours, ou la personne avec qui tu négocies, a toujours 2 pas d'avance. Ben oui. Celui qui a la meilleure main sur la négociation, c'est lui qui met sur la table une proposition. Mais on dirait qu'ils sont pas exposés à... Tu sais, moi, j'aimerais ça pouvoir me déplacer dans ces milieux-là, puis tu sais, qu'il y ait des débats sur l'indépendance. Là, parce qu'à un moment donné, là, nous, on va commencer à faire des consultations cet automne. Puis à un moment donné, ils vont être devant, en fait. En ce moment, les organisations puis les gens, c'est pas vrai que la question nationale, ça fait tant partie des préoccupations du quotidien du monde. Là. Tu sais, on est encore un peu loin de ça. Puis la première étape, c'est effectivement de poser la question, où est-ce que tu te situes en ce moment par rapport à la question nationale, OK? En posant la question, souvent, tu forces aux gens de se formuler une idée parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'idée formulée par rapport à l'indépendance. Mais éventuellement, les groupes d'affaires, mais une multitude de groupes vont être forcés de se demander, moi, pour mon organisation, est-ce que c'est mieux ou c'est pire l'indépendance? Est-ce que c'est mieux ou c'est pire le statu quo? Puis quand on va être rendu là, à cause des bouleversements à l'international, c'est aussi une possibilité que la réponse soit mieux, c'est mieux l'indépendance du Québec. Surtout qu'on a le constat que peu importe ce que Mark Carney va négocier avec Trump, on s'est quand même ramassé avec des tarifs de 35 %. Fait qu'il va falloir m'expliquer quand est-ce que c'est mieux d'être protégé supposément par le Canada, parce qu'en ce moment, on n'a aucune preuve de ça. Bien, tout à fait. Puis moi, je fais partie de ceux, puis je pense que toi aussi, qui en sont rendus à se dire, regarde, l'indépendance, c'est vrai que c'est un saut dans le vide, soyons honnêtes, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui nous attend. Mais là, on sait exactement ce qui nous attend quand on reste dans le Canada. Et ce scénario-là, moi, je le trouve non seulement moins excitant que le vide, mais j'ai l'impression qu'il fait plus mal aussi. Bien, il y a des risques au statu quo, puis on est prêt à investir comme des malades dans filière batterie. Je peux pas croire. On a une capacité à l'innovation au Québec qui est quand même majeure. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense que, tu sais, dans la vie, il faut prendre des risques. C'est tout. Si tu prends pas de risques, les autres en prennent, puis les autres avancent. C'est ça, les affaires aussi. Puis ceux qui avancent, ceux qui réussissent, puis qui se démarquent des autres, c'est ceux qui investissent dans l'innovation.
Fait que le projet d'indépendance, c'est 100% ça. Oui, vivre les risques. Oui. Fait que, tu sais, dans mes fantasmes, là, il y aurait de pouvoir vraiment faire une mobilisation auprès des milieux d'affaires, qui est mon milieu professionnel, finalement, c'est les Québec du bénévolat. Fait que ça, je pense que c'est névralgique, en fait. Ouais. Puis voilà, ouais, ça serait pas mal mes souhaits. Je pense que déjà, si on avait ça, puis un vrai plan concerté avec l'ensemble des acteurs du mouvement où les gens s'investissent personnellement comme organisation. Mais ce qui est encourageant, c'est ça. On l'a vu durant la COVID, les gens, ils se mettent à capoter quand l'eau est montée jusqu'aux chevilles. Ben oui. Puis c'est une métaphore, mais là, quand l'actualité va être montée jusqu'à leurs chevilles, parce qu'on va être là, parce que ça va se passer là, il y a plein de gens qui vont se réveiller. Ben non, mais exact. Puis il faut juste travailler d'ici là à ce que cet éveil-là nous soit favorable. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis vraiment content. Et je te relance une offre que je t'ai faite le soir de la Saint-Jean. J'avais pris un petit coup. Je t'ai dit que ça me ferait plaisir de venir parler à votre monde, de venir secouer un peu les colonnes du temple, de brasser un peu les foules. Je vais faire ça avec un grand plaisir. J'attends juste ton invitation. Ben, ça va être fait. Merci à vous d'avoir été là. Écoutez, si vous aimez ce qu'on fait, vous partagez, vous écrivez, vous commentez en dessous, vous envoyez à vos amis. Le bouche à oreille, ça marche beaucoup. Si vous voulez vous abonner également pour accéder au contenu d'avance, eh bien, il y a 2 options qui s'offrent à vous. Il y a Patreon, le lien est dans la description. Ça vous donne accès aux épisodes 3 semaines d'avance ainsi qu'à du contenu exclusif pendant 3 mois. Sinon, ben, il y a YouTube également. Vous descendez un peu comme ça. Vous voyez le bouton « Rejoindre ». Vous allez là-dessus. Sinon, à mardi prochain. Merci.